Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pain et Fourneau, Fred, votre boulanger du jour. Première vidéo technique un petit peu comme on pourrait dire pour la chaîne. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il fait chaud chez vous, c'est que vous cherchez des conseils, des petits tips, des techniques pour contrôler et garder le contrôle sur votre fermentation. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. L'été ou dans les régions géographiques où il fait toujours chaud, c'est toujours un petit peu compliqué de garder le contrôle sur sa fermentation. Ça peut vite s'emballer, c'est normal, paniquez pas. La chaleur est souvent l'ennemi numéro 1 du boulanger. Donc dans cette vidéo, on va voir tout ce que j'ai pu appliquer chez moi ou au travail pour vous aider au mieux à garder le contrôle de votre fermentation et de votre pain pour avoir un résultat satisfaisant à la fin. Petit 1, non des moindres, ce qui va être généralement, même j'irai tout le temps, le fil conducteur d'une recette de pain, même de brioche ou de pain de mie autre, mais aussi le fil conducteur de cette vidéo, c'est le calcul de la TB, température de base, donc comme on l'appelle en boulangerie française. Cette température de base va vous donner du coup un calcul à faire pour une température de pâte désirée. C'est très important vraiment quand elle est négligée. Et ben l'été, les fermentations s'emballent, l'hiver ça pousse pas, je l'ai déjà vu au boulot, je l'ai déjà oublié de faire et après c'est une misère sur un pétrin de 50 kg ou 75 kg de farine pour corriger tout ça. Généralement on vise une température de base en boulangerie pro entre 23 et 26 degrés, ça dépend du pain, ça dépend de la saison, ça dépend aussi de la technique utilisée, manuelle, mécanique, levain, pas levain, mais on va pas rentrer dans les détails, on fera une vidéo dédiée sur le sujet. Si vous en voulez une plutôt rapidement, dites-le en commentaire, ça m'intéresserait de voir si vous voulez une autre vidéo technique sur ce sujet là. Donc on vise 23-26 degrés, il y a des raisons pour ça, on va voir ça après. Mais du coup, à la maison, on visait généralement autour un peu plus des 21-23 degrés si la température de pièce est autour des 26-27 degrés. Et on va viser plus autour des 19-21 degrés si on est au-dessus de 27 pour la température de travail. Pourquoi? Très simplement parce que généralement à la maison, on a des quantités de pâtes beaucoup plus petites. Donc c'est normal, quand on fait un gros pétrin au boulot, généralement dans un bac à pain, on met généralement 20 baguettes, 20 flûtes. C'est des poids qui peuvent osciller du coup entre 7 kg de pâtes dans le bac à des fois plus de 20 kg. Ça dépend aussi de la diviseuse, ça dépend du boulanger, de la méthode employée. Donc forcément, cette quantité de pâte ne réagit pas pareil à la température de la pièce. Une quantité faible de moins d'un kilo de farine pour une recette, comme on fait souvent sur la chaîne, va se caler beaucoup plus vite sur la température de la pièce. S'il fait chaud, elle va grimper en température plus vite, donc accélérer la fermentation. Et l'hiver, s'il fait froid, elle va refroidir et du coup, ça va ralentir la fermentation. Donc quand il fait chaud, on cherche à aller plus bas en température de base. Comment on calcule la température de base? Très simplement, voilà, je le mets toujours dans le descriptif de la vidéo, mais pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on prend une température de base de calcul qui l'été, généralement, pareil en fonction de la méthode, peut varier entre 55 et 60 degrés. L'hiver, ça peut monter à 68-72. Pareil, ça dépend de la céréale, ça dépend du labo, ça dépend du boulanger, de la technique. À cette température de calcul, on va soustraire la température de la pièce en numéro 1 et la température de votre farine pour obtenir un chiffre restant qui sera du coup le chiffre qu'on va utiliser pour couler l'eau. Voilà, donc c'est la température de l'eau qui va nous rester. Exemple donc concret, 58 en température de base, il fait 28 degrés dans ma cuisine et ma farine est un peu plus fraîche, elle est rangée dans un placard, dans une boîte, elle est à 26 degrés. Ça va me donner 4 en résultat, donc je vais souhaiter couler une eau, utiliser une eau à 4 degrés. Aussi simple que ça. Il peut avoir deux autres paramètres si on veut aller plus loin, donc qui sont le levain, la température du levain. Un levain qui est resté 3 heures à température ambiante va sans doute réchauffer la pâte parce qu'il va sans doute se trouver, si il fait 28 degrés, autour des 25, 26 peut-être plus. Et s'il est sorti du frigo, on pourra avoir cette technique là également, peut-être plus en format court, forcément il va aider à refroidir la pâte, donc peut-être garder un peu plus de contrôle. Et le deuxième paramètre, on appelle le facteur de frottement. Donc le facteur de frottement, qu'est-ce que c'est? C'est quand on pétrit mécaniquement la pâte et généralement de façon plus ou moins intensive. Donc si vous mettez votre pâte par exemple en première vitesse pendant 12 minutes, ça va apporter un X facteur de frottement, donc ça va la chauffer un peu. Mais si vous passez en deuxième vitesse et que vous laissez par exemple, je sais pas, des fois c'est 7 minutes, 5 minutes, 8 minutes, ça va accélérer ce facteur de frottement, donc réchauffer encore plus la pâte. Donc ça peut être un levier pour chercher une température quand on a besoin d'une certaine température, mais ça peut aussi être un facteur handicapant. C'est tout ce que j'avais à dire sur celle-là, donc on verra ça plus en détail dans une autre vidéo. Petit 2, l'eau, premier levier de contrôle de votre fermentation. On va voir ça en détail, mais l'eau c'est l'ingrédient, je dirais peut-être le plus important durant les phases de chaleur ou de fraîcheur intense, et c'est souvent un élément qui peut être souvent oublié, négligé. Donc c'est votre premier élément de maîtrise de température de pâte, donc de maîtrise de fermentation.
Premier point, la qualité de celle-ci. Voilà, on le voit très souvent. Voilà, l'eau du robinet, des fois, elle peut contenir très souvent du chlore. Donc, la tirer d'avance, c'est préférable. Vous pouvez la filtrer directement, c'est encore mieux. On va pas parler d'hypiphase non plus là-dedans, de tout ce qu'il peut avoir dans l'eau. C'est pas le but non plus de psychoter, vraiment de se rendre malade. Mauvais jeu de mots. Mais du coup, la qualité de celle-ci va grandement influencer le résultat de votre pâte, mais surtout le début de votre fermentation. Une eau que vous prenez directement du robinet et que vous incorporez dans votre pâte à pain contient du chlore. Le chlore va perturber la fermentation. Alors pas, à moins que vous mettiez 1% de levain dans votre pâte, où ça pourrait vraiment nuire très fortement, voire pas marcher du tout, vous mettre trop longtemps. Et si vous incorporez 10%, 15%, 20%, ça va peut-être potentiellement ralentir le démarrage de la fermentation, perturber le début de celle-ci. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc à bien regarder la qualité de votre eau en petit 1. Donc petit 2 de l'eau, la température, forcément, on l'a vu avec la température de base, c'est très important. Donc du coup l'été, de bien calculer cette température, en hiver aussi. Mais du coup l'été, vous êtes forcément amené à couler une eau qui est peut-être des fois froide, très froide, peut-être en dessous des 4 degrés. Mais une idée pour gagner du temps pour refroidir votre eau ou mieux contrôler le refroidissement, la température de celle-ci, si vous devez aller chercher rapidement de l'eau froide ou une eau froide en dessous des 4 degrés, c'est d'utiliser des glaçons calculés avec le poids de votre eau par exemple. Ça peut vous aider à aller chercher une eau plus froide plus rapidement. Donc c'est un petit tip qui peut servir. Je m'en suis déjà servi en Guadeloupe pour refroidir vraiment beaucoup l'eau quand il faisait très chaud, et comme quand on a eu la panne de clim, donc qui a donné à des journées assez spéciales au travail. Donc voilà, petit tips sur la température de l'eau. On passe au numéro 3, la farine. Stockage, conservation, calcul de température, on va voir tout ça. La farine, c'est un ingrédient qu'on a tendance plus ou moins à négliger. Voilà, elle est dans le placard, elle est là où elle est. On s'en occupe pas forcément, on la laisse dans son coin, pas forcément de la bonne manière. Premier réflexe de base à avoir, c'est qu'elle doit toujours être conservée le plus possible à l'abri de l'humidité et d'une chaleur directe. Donc l'humidité, ça apporte plein d'inconvénients à la farine, surtout sur une exposition au long terme. Ça favorise l'apparition de grumeaux, qui veut dire que la farine a augmenté son taux d'humidité, ce qui n'est pas forcément très bon sur du long terme. Ça va déjà changer le comportement de celle-ci au niveau de la recette avec l'hydratation que vous allez l'incorporer. Il y a également le risque d'apparition de moisissures, pas ouf. Une fois que les moisissures sont apparues dedans, c'est terminé généralement. Dernier point avec l'humidité, c'est que ça détériore les qualités boulangères, donc les qualités, on va dire gustatives aussi, finales du pain. La chaleur directe dessus va forcément aussi également détériorer. Donc la chaleur directe va oxyder principalement la farine, donc elle va oxyder les matières grasses qu'elle contient naturellement à l'intérieur. Et qui dit oxydation, dit généralement avec l'humidité en plus, apparition de ce petit goût rance que vous avez peut-être déjà observé une fois. Tiens, une farine qui traînait là, je l'ai utilisée, puis finalement on se retrouve avec un vieux goût en bouche quand on fait un biscuit, un cake, un pain. C'est vraiment pas ce qu'on veut, donc faites attention à ça. Petit tips, mais ça a son importance quand même, surtout sur du long terme au niveau de la conservation. Deuxième point, non des moindres, le contenant, on en a parlé vite fait un petit peu avant. Généralement au possible, quand on ouvre un sac de farine, ce qui serait bien, surtout l'été, c'est de basculer la farine dans un contenant qu'on peut fermer hermétiquement, que ce soit un bocal en verre, en grès, en pot ou en plastique, ça marche aussi, pas de jugement, mais fermé hermétiquement. Pourquoi? Du coup on protège l'humidité, mine de rien. On va voir qu'après, avec le petit point suivant, ça peut être très intéressant également, mais surtout ça va protéger des mythes alimentaires. Les mythes, c'est généralement ce que vous voyez quand vous ouvrez un sac de farine que vous avez depuis un petit moment, et là vous voyez des petits fils, pouf pouf pouf, avec des petits papillons des fois qui sortent. Là généralement, les petites bébêtes, elles ont fait leur vie dans votre farine, et généralement vaut mieux même pas essayer de la tamiser, c'est poubelle. Donc voilà, là ça va permettre de la protéger d'humidité et des petites bestioles. Troisième point important de la farine, la température de celle-ci. Si vous avez une pièce où il fait chaud, 27 degrés et plus, la farine va crescendo, va augmenter en température, même si elle est rangée dans le noir, dans un placard. Elle va potentiellement du coup vous handicaper un petit peu dans le calcul de votre TB, de votre température de pâte souhaitée. Donc ce que vous pouvez faire, surtout si elle est dans un contenant hermétiquement fermé, c'est la basculer au frigo. Ça peut vous aider, ça peut être juste la quantité que vous avez besoin 1 heure ou 2 avant, ou carrément tout le contenant au frigo pendant 1 heure ou 2 ou plus longtemps, sachant que les farines blanches, donc T65 et en dessous, peuvent rester sur du long terme fermées au frigo, c'est pas gênant, voilà, il n'y a aucun stress là-dessus. Elles sont beaucoup moins sensibles que les farines intégrales et complètes qui, elles, contiennent globalement la majorité ou l'intégralité de l'amande, donc du coup du germe. Ces farines également plus complètes sont meilleures pour la santé, on sait, mais généralement elles se détériorent un peu plus vite. Généralement quand vous regardez la petite date sur le paquet, plus une farine est complète ou intégrale, plus elle se conserve moins bien dans le temps, ce qui est normal, voilà, c'est comme ça. Et une farine blanche peut se conserver facilement 1 an, voire un peu plus. Donc faites attention au DLC sur vos paquets, faites attention à la conservation de celle-ci. C'est pas grand chose, mais ça peut avoir son importance. Petit 4,
le levain, l'élément principal de la fermentation et qui nécessite une vigilance accrue en été, bah forcément, qui dit forte chaleur pour un levain qui est un organisme vivant, dit je me sens bien là, je suis posé, je fais ma petite activité, c'est la fête, c'est comme nous quand on est à la piscine, si on va à la piscine, bah il fait chaud ou en terrasse, paf, on en prend plein la gueule, on est confort, on se détend. Bah le levain, lui, quand il a toutes ces bonnes conditions, chaleur, humidité, nourriture, il part et il est en roue libre complet si vous le regardez pas. Donc faites attention à ça. Il peut du coup s'épuiser rapidement, il peut surfermenter et vous pouvez le perdre avec un peu de négligence très rapidement. Faites attention à ça. Premier point qu'on va aborder forcément, c'est les rafraîchis. Donc les rafraîchis, vous le savez, voilà, c'est quand vous renourrissez votre levain, vous le nourrissez. Et vous pouvez avoir des rafraîchis classiques, donc 1 pour 1 pour 1, 100 g de levain, 100 g de farine, 100 g d'eau, très classique. Mais si votre levain il est à fond de cale, fond de balle, vous pouvez potentiellement sur du très court terme passer en ratio 1, 0,5, 0,5, donc 100 g de levain par exemple, 50 g d'eau, 50 g de farine. Ça va vous permettre de contrôler un peu, de calmer un peu, mais ce n'est pas une méthode à utiliser sur du long terme, car le nourrir moins que ce qu'il a eu, on va dire, d'habitude, donc en quantité classique, en temps pour temps, eau et farine, ça va l'appauvrir, ça va l'épuiser un peu plus vite. Du coup, il va être moins fort, il va se retrouver un peu plus faible. C'est une technique à pas employer trop souvent. Et pareil, si vous sentez que votre levain est un peu faiblard, vous pouvez le nourrir en 1 pour 2 pour 2, 1 pour 3 pour 3. C'est une technique, voilà, qui s'adapte. Mais regardez bien un petit peu l'activité de celui-ci. L'objectif principal est toujours d'avoir un levain équilibré et en bonne santé qui fonctionne bien, qui va vous rendre service. Deuxième point pour le levain, fréquence des rafraîchis. L'été, voilà, on a vu, il est confort, il est bien, il va fermenter à fond de balle, mais la fréquence des rafraîchis va sans doute être plus élevé que d'habitude, qu'il soit en veille au frigo, qu'il soit dehors pour une recette. Forcément, quand il fait plus chaud, il va falloir avoir une attention particulière plus élevée. Là où l'hiver, ça m'est déjà arrivé de nourrir un levain au 15 jours, pas de problème, il n'a pas bougé, il a fait son activité au ralenti, il est bien, il sent pas mauvais. L'été, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous le sortez, vous le nourrissez une fois, ça va super vite, vous le renourrissez une deuxième fois, mais petit truc à bien savoir, c'est que sur vos fréquences de rafraîchis, il y a également la température de vos ingrédients à prendre en compte. On la prend en compte pour le pain, pourquoi on la prendrait pas en compte pour le levain? Si vous avez une température de pièce de 27-28, vous avez votre eau dans votre carafe que vous n'avez pas mis au frigo, elle va être pareil, forcément, même si elle sort du robinet en carafe qu'elle a été filtrée, elle va rester à quoi? 15, peut-être un peu plus. La farine, elle est peut-être à 27. Donc si vous nourrissez votre levain avec des éléments dits plus chauds, le levain, il va même se retrouve au frigo, mais il va continuer son activité parce que sa température va s'élever. Elle va pas être fraîche, donc il va faire son petit bout de chemin. Le lendemain, si vous le regardez, vous allez dire putain, il a levé lui. Et c'est normal. Donc adaptez les températures des ingrédients que vous incorporez pour pas vous retrouver piégé et devoir faire un rafraîchi aux 2-3 jours parce que sinon votre levain il continue sa petite vie dans son frigo. Parce que s'il a atteint 70% de sa courbe de fermentation avant d'être descendu à 6 degrés et moins, forcément il va continuer quand même petit à petit à faire sa fermentation et du coup le nourrir aux 8 jours, vous allez peut-être le nourrir du coup aux 2-3 jours. Donc c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Donc faites bien attention à ce paramètre. Troisième point du levain, on a vu donc du coup les rafraîchis, les fréquences. Il y a des signes d'alerte du coup qui peuvent arriver beaucoup plus vite. Les deux signes d'alerte qu'ils peuvent avoir, c'est cette petite eau là qu'on peut avoir un petit peu au-dessus, petite pellicule un peu grisâtre qu'on appelle le houche ou la houche, le houche. Et forcément c'est le signe que votre levain a épuisé toutes ses réserves de nourriture. Donc là il va falloir vite lui donner à manger, le brasser, le nourrir, peut-être le nourrir une deuxième fois dans la journée, ça serait l'idéal. Deuxième point sur les petites alertes, c'est l'odeur. Généralement vous ouvrez votre bocal, des fois vous faites fou, ça sent fort, et si ça sent fort mais pas trop agressif, ok, ça veut dire que là il va peut-être falloir qu'on s'en occupe. Si ça sent l'acétone, donc qui vous a vraiment monté au nez et qui vous a vraiment perturbé, et là c'est peut-être mauvais signe, il a besoin de très urgemment avoir de la nourriture. Donc pareil, brasser, on retire une quantité et on repart avec un rafraîchi, dans l'idéal peut-être même plusieurs fois dans la journée. Mais il se pourrait que si vous l'avez laissé trop longtemps de côté, s'il redémarre pas avec les rafraîchis, c'est qu'il est peut-être mort. Donc vraiment faites attention, soyez vigilants. Vous êtes encore là, on continue. Cinquième point, mesdames et messieurs, matériel et environnement de travail. Cuve, frigo, pièce de travail, humidité, on va voir ça ensemble. C'est souvent des éléments qu'on néglige ou qu'on subit, mais l'environnement dans lequel vous travaillez influe grandement sur le résultat final et sur la fermentation de votre pâte à pain, c'est logique. Les premiers points importants, je dirais la cuve ou le contenant de pétrissage ou de pointage, ça peut être un élément qui peut vous nuire ou qui peut être
on va dire, un levier pour travailler un petit peu plus efficacement. Si vous pétrissez mécaniquement ou à la main, un contenant en inox ou en alu préalablement placé au frigo peut vous aider à garder un contrôle plus long et plus précis sur votre fermentation, surtout au début. Et au cas où, placer celui-ci en nouveau au frigo entre deux temps de pointage, même quand la pâte n'est pas encore levée et qu'elle n'est pas suffisamment levée pour être mis au frigo, et ben la replacer 15-20 minutes au froid peut permettre de stabiliser un petit peu la température, de la garder sous contrôle, éviter qu'elle s'emballe. Donc c'est un petit tips, mais ça a son importance. Je m'en suis déjà servi pour garder une température autour des 26 degrés, pas qu'elle s'emballe encore plus quand il faisait 28 et plus dans mon appart. Deuxième point, la pièce de travail. Donc ici, voilà, c'est un appartement, 3e étage, donc il fait un peu plus chaud l'été, mais je subis un petit peu, voilà, parce que j'ai pas la clim. Donc la nuit, j'ouvre tout, j'aère. J'essaie de faire entrer la fraîcheur le plus possible. Et au petit matin, dès qu'il commence à faire un peu plus chaud au-dessus des 21, paf, je ferme tout le plus possible pour garder cette fraîcheur. Voilà, c'est la méthode que j'ai. Il n'y a pas de méthode miracle. Quand on a la clim, ça va super bien. Ça permet peut-être de garder un peu plus de contrôle, mais on s'adapte. Quand on l'a pas, on fait comme on peut. Mais ça peut être un paramètre très important plutôt que de laisser tout ouvert, s'il fasse 32 dehors puis qu'il fasse du coup 30 ou 29 dans l'appartement. Pas pareil que si vous avez tout fermé et que vous arrivez à garder une température de 25 degrés. Donc voilà, petit tips, mais ça a son importance. Troisième point, l'humidité. En fonction de là où vous vous trouvez géographiquement, vous pouvez avoir plus ou moins d'humidité. Voilà, ça m'est déjà arrivé en Guadeloupe d'avoir une humidité qui m'a forcé à réapprendre un peu à travailler. Ce que je peux vous donner comme conseil, surtout si vous connaissez pas une farine par rapport à des recettes que vous voyez sur la chaîne ou une autre chaîne, c'est de baisser un petit peu l'hydratation, 3-5%. Ça va vous permettre de mieux appréhender votre pâte. Ça vous permet d'éviter que vous vous retrouvez avec une pâte qui colle à l'excès au doigt, malgré que ça peut aussi venir de la façon de travailler. Donc ça peut être un petit tips qui peut aussi vous aider là-dessus. Et en dernier point, c'est faire sécher un peu plus le pain. Vous voyez que souvent, des fois, on laisse le pain porte entrouverte, four éteint ou non, pour faire sécher donc du coup le pain, pour permettre d'avoir une croûte un peu plus épaisse, d'avoir une meilleure croûte aussi. Forcément, quand il fait humide, la croûte va se ramollir plus vite. On va se retrouver avec des pains, des fois, si vous êtes sous les tropiques, une baguette qu'on a achetée 30 minutes après, du coup, c'est un bout de ficelle qui tombe, qui se tient plus. Faites attention à ça, le séchage peut être un allié pour garder un pain un peu plus croustillant sur du long terme. Petit 6, ou peut-être même grand 6, la fermentation, le facteur clé d'une recette de pain. Lire sa pâte, s'adapter, observer, vraiment les 3 mots que je vais utiliser pour ce petit chapitre. C'est sans doute la section la plus importante de cette vidéo, forcément, qui dit pain dit fermentation, sinon il se passe rien, et c'est sec et tout chrétien, mais c'est sans doute le paramètre qui en été peut vite vous échapper. Ça m'est déjà arrivé, donc ne paniquez pas. Sur la chaîne, vous avez vu, on a une autolyse, très rarement une fermentolyse en été, on n'en verra jamais, et après on a des temps de pointage plus ou moins longs. L'hiver c'est 45 minutes par exemple entre 2 rabats. Ces temps de pointage là vont être raccourcis souvent d'environ 30%, c'est normal quand il fait chaud, pour garder du coup un contrôle sur celle-ci et avoir un temps qui est réduit à cause de la chaleur. Donc si vous mettez par exemple après rabat 3-4 heures l'hiver, 5 heures, ça peut que vous diminuez facilement de moitié aussi. Prenez en compte que les temps de fermentation diminuent et chutent l'été, c'est normal. Deuxième point, la surfermentation. Plusieurs signaux visuels et surtout au toucher peuvent apparaître, qui sont signes que là, la fermentation nous échappe. On a le premier point, une pâte qui colle à l'excès. Ça peut aussi venir de l'humidité où vous vous trouvez, donc faites attention également. Et un petit peu au manque de travail du réseau de gluten. Une pâte qui s'affaisse, généralement à l'excès, dès qu'on la touche, ça retombe. Donc il y a soit un manque de force, mauvaise qualité d'ingrédients, ça peut arriver. Mais aussi souvent, c'est souvent un signe de surfermentation dans un bol. On vient, puis pouf, on commence à gratter, on veut la toucher et ça s'affaisse. Donc là, souvent, c'est souvent signe de surfermentation. Avec les autres paramètres, ça peut l'aggraver, mais à surveiller. Et enfin, souvent, on peut aussi avoir, c'est surtout à l'odeur, dès qu'on la touche, dès qu'on fait un trou, qu'on veut regarder, l'odeur souvent très forte, agressive, est souvent signe que là, on est allé un petit peu trop loin. Même si avec du levain, on peut toujours arriver à récupérer une pâte en dégazant beaucoup, en mettant le pain en moule par exemple, on peut toujours avoir un pain qui est correct. La levure, généralement une fois que c'est surfermenté, ça goûte le vinaigre, c'est une horreur. Donc vraiment faites attention à ces petites choses-là. Est-ce qu'on peut rattraper un pain qui est surfermenté? Je l'ai dit que oui. Au levain, généralement, on peut toujours rattraper un pain, il sera sans doute moins beau, c'est normal, voilà, il est allé un peu trop loin en fermentation, il a développé d'autres arômes peut-être qui vont vous plaire, on sait jamais, mais généralement une pâte donc du coup qui s'affaisse, vous la touchez, surfermentée, dégazez plus, façonnez un peu plus à la mise en forme et au façonnage et vous allez pouvoir récupérer on va dire votre pâte à pain et avoir un pain correct. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, je veux sûrement pas acheter du pain, des fois j'ai été tellement têtu que je voyais que mon pain se tenait beaucoup moins parce que j'étais allé trop loin, j'ai pas voulu le mettre en moule et je me retrouvais avec un pain qui était comme une tour
de sec, un peu plat quoi. Donc c'est pas ce qu'on veut. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à mettre votre pain en moule quand il est allé trop loin. Ça vous permettra quand même d'avoir un petit pain, peut-être qu'il va se trouver très sympathique parce qu'il sera un petit peu plus acide. Donc voilà, c'est juste pour éviter de perdre le pain. Et puis voilà, on n'a pas tous un grand-père qui a des moutons pour pouvoir leur donner des bons morceaux de pain en levant. Petit point généralement pour une petit quatrième point, généralement pour une pâte qui colle trop, voilà, ça peut être dû à l'humidité, voilà, la chaleur, c'est normal, ça colle un peu plus facilement. Farinez un peu votre plan de travail et votre pâte, mais des fois, si on en met trop, forcément, c'est un peu pénible, ça en met partout, surtout chez vous, en fait, c'est un peu pénible, on n'est pas là pour ça, on n'est pas dans un labo de boulanger. Petit tips concernant le fleurage, du coup, c'est d'utiliser des farines torréfiées. Vous avez déjà vu peut-être passer la farine de Gaude, la farine de maïs torréfiée, que vous pouvez faire chez vous avec juste de la farine de maïs. Une farine torréfiée va absorber beaucoup plus d'humidité, donc qui dit une farine qui absorbe plus, d'une farine, vous en avez moins besoin. Donc, il va vous aider à garder, on va dire, une pâte qui colle moins aux mains. Donc, c'est moins désagréable, c'est moins pénible à travailler. Donc, ça peut être un petit tips, la farine torréfiée, pour le fleurage, à prendre en compte. Je m'en sers assez souvent. Enfin, gardez en tête que pendant la fermentation, le froid va rester votre meilleur allié. Même avec tous les paramètres qu'on a vus avant, si vous voyez que la fermentation s'emballe un peu, un petit coup au frigo, bien sûr, avec quelque chose pour protéger le dessus de votre pâton ou un couvercle, même forcément peut-être un peu au congélateur pour vous aider à saisir un peu plus au froid votre pâte et garder une température correcte. Ça va être votre meilleur allié pour contrôler la fermentation, surtout au-delà des 27 degrés dans une température de travail. Donc gardez ça à l'esprit. Le frigo est votre allié, le froid est votre allié durant l'été. Petit 7, organisation et stratégie de travail. Premier point, le travail en décalé. Alors quand je parle de travail en décalé, je parle pas de faire comme le boulanger, de vous lever à 3 h du matin. C'est pas l'objectif, et même moi, je trouve ça de plus en plus pénible de me lever à des heures pareilles. Mais c'est par exemple, donc au lieu de travailler en milieu de journée, fin de matinée, c'est de commencer votre pâte du coup quand vous rentrez en fin d'après-midi. Il m'arrive très souvent de commencer un pain l'été à 17 h. Je vais me coucher si c'est possible à 22, s'il fait pas trop chaud. Et la pâte, en 5 heures, elle a déjà eu son autolyse, elle a eu ses rabats, elle a pointé, elle est prête à mettre au frigo pour le lendemain matin. Ou alors deux choix encore possibles, c'est-à-dire qu'on fait sa pâte la veille, peu importe l'heure, et on peut même cuire seulement en rentrant du boulot la journée du lendemain. C'est-à-dire que vous faites votre pâte, peu importe la journée, elle passe la nuit au frigo, façonnée ou non, et le lendemain, vous pouvez cuire votre pain soit avant de partir, soit en rentrant, qu'il soit façonné ou pas. En esquivant donc du coup les heures de pointe, on va dire de chaleur, forcément vous évitez un petit désagrément, des petites problématiques de chaleur, et surtout pour la cuisson. Si vous cuisez donc comme moi votre pain dans un appartement où il fait déjà 26 degrés et que vous mettez votre four à 220, je peux vous jurer que pour l'avoir déjà fait, on gagne facilement 2-3 degrés et on se retrouve avec un appart où il fait super chaud quoi. Et c'est vraiment pas agréable parce qu'après pour les perdre ces degrés là, c'est beaucoup plus compliqué avant l'arrivée on va dire de la fraîcheur du soir. Travail en décalé, s'organiser dans son travail, c'est important. Plusieurs approches se valent. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça également. Petit 2, la méthode employée, on va dire, donc de travail qui fait suite un petit peu donc à l'organisation de travail. J'aime beaucoup faire mes pains donc la veille pour le lendemain, mais je fais une technique que j'appelle le pointage en masse au froid. C'est-à-dire que j'ai fait mon pain, les rabats, le pointage et je mets au frigo telle quelle la pâte. Elle n'a pas eu son façonnage. Pourquoi? Je trouve ça beaucoup plus facile à gérer, surtout en été. Une pâte qui a pointé au froid, généralement qui se retrouve dans un contenant qui est beaucoup plus large plutôt qu'un bâton qui est plus étroit. Donc j'ai une pâte qui prend plus vite le froid. C'est pas grand chose, mais ça joue. Plutôt que d'avoir un pain qui est façonné la veille et qui va partir au frigo et qui potentiellement dans un frigo ménager peut être beaucoup plus difficile à gérer au niveau du refroidissement de celui-ci et qui potentiellement, surtout l'été, peut se retrouver au petit matin, vous arrivez tout content. Et là vous constatez, vous dites le pain il a un peu trop levé ou il a trop levé tout court et là c'est pénible, il y a deux choix qui s'offrent à vous. On cuit tel quel ou on cuit en moule et forcément le résultat va être un peu plus bof, pas au niveau du goût forcément, mais de l'alvéolage et donc texture et au niveau visuel, c'est un peu pénible, c'est un petit peu frustrant. Tandis que quand vous avez votre cul de poule, donc avec ou votre bac pointage en masse au froid, vous pouvez adapter le dégazage, le serrage de la mise en forme et le serrage du façonnage au besoin. Une pâte qui a un peu plus levé, un poil trop ou trop, va demander donc du coup plus de dégazage, va demander d'être serré un peu plus au façonnage et à la mise en forme, vous avez compris. Mais une pâte qui a levé parfaitement bien, vous dites impeccable, vous dégazez moins, vous serrez moins à la mise en forme, vous serrez moins au façonnage et vous du coup vous êtes un petit peu plus dans le contrôle, je dirais. C'est pas grand chose, mais moi je trouve que c'est plus efficace comme ça. C'est un point de vue, il y en a plein d'autres, comme des recettes de pain et de viennoiserie, il y en a des montagnes différentes, donc c'est juste le mien que je trouve sur cet aspect-là un peu plus facile à contrôler, surtout en été. Troisième point, voilà, on a déjà vu l'organisation donc du travail, l'organisation un petit peu de la cuisson, sur le timing.
Voilà, évitez les heures de pointe pour cuire le pain entre 11 h et sans doute 17-18 h. On va aborder du coup les paramètres de cuisson qui font lien un petit peu avec le reste. Donc forcément, on peut être tenté l'été de baisser un petit peu la température de cuisson. Je pourrais dire que oui, ça peut être une bonne idée, mais un pain, donc forcément, ça cuit donc ici dans un four ménager à 220 degrés. On l'a vu, on peut monter à 250 pour les baguettes. Et forcément, ces paramètres vont vous dire, il faudra, si je peux, en mettre peut-être 190-200 degrés, peut-être que je vais gagner un petit peu de fraîcheur dans mon appartement. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Oui, c'est pas bête, ça va consommer aussi un petit peu moins, forcément, mais on a forcément besoin de cette patate au démarrage, de cette chaleur pour que le pain s'ouvre, avec humidité bien entendu à l'enfournement. Si vous cuisez moins fort, peut-être que votre pain va du coup se développer un peu moins, sachant qu'en boulangerie, on cuit généralement entre 2,20 2,30 pour les grosses pièces. Nous, on cuit à 270-275 les baguettes. Donc, si vous réduisez un petit peu la patate au démarrage avec la chaleur, vous allez également allonger votre temps de cuisson. Donc, ces quelques degrés que vous gagnez du coup pour la cuisson totale et l'enfournement, vous allez forcément les perdre, je dirais, sur la longueur. Parce que vous allez mettre, je pense, un petit peu plus de temps à cuire votre pain, surtout des grosses pièces, si vous baissez la température. C'est à prendre en compte. Donc forcément, ce que vous souhaitez gagner, vous allez peut-être pas le gagner au bout parce que vous allez laisser en plus votre four plus longtemps allumé, votre pain plus longtemps. Donc forcément, on n'y gagne pas forcément. C'est à prendre en compte, c'est un parti pris. Rien n'est figé dans le marbre, comme j'aime le dire. À vous de faire vos essais. Si ça vous convient mieux comme ça vous regarde. Vous avez le choix, vous êtes chez vous. Dernier chapitre, numéro 8, goût, conservation et fibres. On termine avec ces trois sujets qui sont, je dirais, liés ensemble, qui s'impactent mutuellement et qui sont quand même très intéressants à aborder. Premier point de ce petit chapitre, l'impact sur le goût. Le profil aromatique de votre levain, du coup, va varier avec les températures et la chaleur ou le froid. Pour faire simple, votre levain développe deux profils aromatiques. On a un profil, du coup, qui est plus lactique, qui développe donc du coup des notes plutôt douces, un peu crémeuses et qui se développe surtout sur des fermentations plutôt chaudes et un peu plus rapides. Très simplement, on va faire ça là-dessus. On fera une autre vidéo sur ça pour entrer vraiment encore plus dans les détails. C'est vraiment quelque chose de plutôt technique. Donc c'est pareil, ça peut aussi être influencé par rapport à votre rafraîchi, à la température de votre rafraîchi. Très intéressant. Mais on verra ça dans une vidéo dédiée. Et du coup, sur l'huile, l'acidité acétique va donner un profil aromatique un peu plus piquant, un peu plus acide, légèrement vinaigré, mais pas trop. Voilà, si c'est trop vinaigré, c'est qu'il y a eu un problème de fermentation. Mais lui qui va plutôt apparaître avec des fermentations plutôt longues et froides. Donc généralement type fermentation en masse au froid beaucoup plus longue, généralement beaucoup plus que 12 heures. Donc en été, si votre fermentation s'emballe, si vous faites majoritairement votre fermentation pointage en dehors, vous allez développer un profil du coup de fermentation et d'acide plutôt lactique, donc quelque chose de plutôt doux, crémeux, un pain on va dire un peu plus passe-partout, qui passe crème on va dire, pas neutre mais quelque chose de plutôt sympathique en bouche. Si du coup vous faites la majorité du coup de votre temps de fermentation au frigo, en masse au froid, et ben par exemple vous allez développer beaucoup plus de complexité en bouche, plus d'arômes un peu plus diversifiés, un peu plus acides. C'est un parti pris, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, c'est juste voir qu'on peut avoir deux profils différents avec une même recette. Ce serait peut-être intéressant aussi de voir donc une recette avec un levain plus lactique et un levain plus acétique. Vraiment on fera des vidéos dédiées beaucoup plus loin dans la chaîne quand on sera plus nombreux, ça pourrait être très sympa. Mais gardez en tête qu'il y a on va dire deux palettes gustatives et aromatiques à comprendre et que rien n'est mauvais et rien n'est meilleur que l'autre, c'est juste différent et à adapter selon vos goûts et surtout des fois surtout en fonction de ce qu'on peut faire avec ce qui se passe au niveau de la température et température de travail. Deuxième point, la conservation du pain. Un pain au levain naturel, peu importe son profil, on va dire aromatique, acétique ou lactique comme on a vu avant, va se conserver plus longtemps, beaucoup mieux, va retarder du coup le rassissement et l'apparition de moisissures. C'est un fait, on le sait depuis un petit moment déjà et c'est tout bénef, c'est ce qu'on aime dans le pain au levain, c'est pouvoir le manger, dire sur plusieurs jours, même si le pain frais reste meilleur, voilà, c'est sûr, ça a un petit goût de reviens-y beaucoup plus facilement. Mais un pain au levain avant, on revoit un peu plus ça maintenant, c'est quelque chose qui se conserve très longtemps, plusieurs jours. Mon record personnel pour un pain, c'est 12 jours avec une très grosse pièce et c'est quand même une certaine satisfaction de se dire que voilà, on a quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose de millénaire qu'on faisait avant et qu'on refait un petit peu aujourd'hui, qui est très agréable à réussir chez soi. Donc la conservation est bien meilleure qu'un pain industriel ou un pain à la levure et il y a plusieurs conservations qu'on peut observer si vous habitez dans un endroit qui est sec et avec un pain dit plutôt faible en hydratation. Alors je vais être
significatif, mais le sac plastique, mine de rien, dans les endroits secs ou pour les pains qui ont déjà par exemple 2 jours, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que forcément le plastique retient l'humidité quand il est fermé. Donc pour un endroit sec ou un pain qui a déjà passé une journée dans un torchon ou deux, qui a été déjà tranché, c'est l'idéal, ça va permettre de le conserver plus longtemps. Voilà, c'est pas l'idéal le plastique, je sais, on est beaucoup à le diaboliser, mais pour ça, par contre, il a sa force. Tandis que les endroits où il fait humide, vous avez des pains qui sont très hydratés, par exemple, que vous le fassiez chez vous, que vous l'achetez chez le boulanger, un torchon, pour moi, reste le meilleur allié, bien emballé, avec ou sans boîte à pain, micro-ondes également, c'est peut-être pas l'endroit où vous pensez vraiment à ranger votre pain, mais je sais que moi, les 2 premiers jours, généralement, je l'enveloppe mon pain dans un torchon propre et je le mets dans le micro-ondes. Du coup, j'ai mon torchon qui n'est peut-être pas forcément optimal pour voilà, les petites bébêtes, mais le micro-ondes, c'est quelque chose d'hermétique. On le voit quand on met quelque chose d'humide dedans. Donc, mettre son pain enrobé dans un torchon dedans, si on n'a pas de boîte à pain ou de sac à pain, c'est potentiellement quand même quelque chose de pas mal. Le sac à pain, c'est pas mal, mais ça a tendance, je trouve, à laisser passer beaucoup d'air. Donc, si vous mettez pas un torchon autour, pas ouf, je trouve, surcoté, je trouve le sac à pain. C'est mon avis perso, mais avec un torchon et sac à pain, ça fait très bien le taf aussi. Gardez donc en tête 2 paramètres, l'humidité de l'endroit où vous vivez et l'humidité de votre pain, qui va vous demander une certaine adaptation. Et 3e point, le jour où il a été cuit. S'il a été cuit il y a 24 heures, 72 heures, c'est pas la même façon de le conserver. On s'adapte dans le temps, il n'y a rien de figé dans le marbre, on fait vraiment qu'une seule solution. Donc pareil, posez vos questions, si vous avez des questions sur ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. 3e point, quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris à travailler un peu plus avec les années, que j'ai pas vraiment vu à l'école pour dire vrai, c'est les fibres et tout ce qui est, on va dire, farine complète ou intégrale. On le sait, les fibres sont bonnes pour la santé, les pains qui contiennent des fibres, surtout qui sont travaillés au levain, sont plus digestes. Donc c'est vraiment quelque chose d'excellent et généralement on peut développer des choses vraiment très intéressantes que je suis en train de travailler chez moi. Voilà, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux, mais ça va arriver. J'espère vous donner plein de recettes encore pendant très longtemps, mais il y aura tellement de choses à voir sur les pains riches en fibres, type T110, T150 avec d'autres farines de blé ou de seigle, peu importe. Mais ces fibres, du coup on le sait, sont plus riches en nutriments, permettent du coup de mieux digérer, mais ils permettent surtout une rétention d'eau. Donc c'est-à-dire qu'un pain qui contient plus de fibres, alors généralement permet de monter plus haut en hydratation. Attention, parce que certaines farines ou certains types de pain vont relâcher cette eau sur le long terme, mais ça peut très vite relâcher durant la fermentation, donc s'écrouler un peu plus. Donc faites attention. Généralement, quand on arrive déjà à 80%, ça demande d'être un peu plus attentif sur le process et le travail. Mais du coup, cette rétention d'eau se retrouve dans le résultat final. C'est là que ça devient intéressant. Donc c'est un pain généralement qui va mieux se garder sur le plus long terme. Donc qui va demander d'être un petit peu moins surveillé. Ça peut être dans un torchon 4 jours. Vous allez voir que le pain va être très bon encore, à part la première tranche une fois que vous avez coupé qui va sécher un peu plus vite, mais d'être un peu moins surveillé, il va rester très moelleux, donc très agréable en bouche plus longtemps, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais petit point non des moindres, attention encore, si vous vivez dans un endroit qui est humide ou si vous emballez votre pain trop vite par exemple dans un sac en plastique, pour avoir déjà fait un pain complet dans un endroit où je travaillais qui était hydraté à plus de 100%, on était monté à 110% une fois, ça a un intérêt, oui et non, c'est un petit défi, ça sortait un pain qui était très hydraté, très moelleux, développer des arômes un peu particuliers, très intéressants, mais je dirais pas que c'est vraiment la technique ultime du pain complet, mais ça devenait aussi également un ennemi pour lui-même. Je vais m'expliquer. Quand il y a trop d'humidité, on le voit, on a l'apparition plus facilement de moisissures, et pour avoir déjà conservé des pains trop tôt dans un sac en plastique ou trop bien fermé, on a l'apparition de cette moisissure qui apparaît beaucoup plus vite. Sur des pains très hydratés et mal, on va dire, emballés, et cette moisissure, elle est déjà apparue pour moi déjà sur 3 jours, donc ça fait c'est un peu embêtant, hein, on va dire ça comme ça, donc on est obligé de couper une grosse tranche, et une fois que la moisissure commence à rentrer, même en rognant, on va dire, les endroits qui ont été touchés seulement, on a quand même une détérioration du goût qui arrive très rapidement. Donc faites attention, l'humidité excessive dans le pain ou environnementale peut être un ennemi également pour la conservation du pain et peut vraiment dégrader votre pain très rapidement. Encore une fois, rien n'est figé dans le marbre, c'est une adaptation de contexte, donc pareil, si vous avez des doutes, les commentaires sont là pour ça, je réponds au mieux possible. Bon voilà, vous avez, je dirais, dans une grande majorité, toutes les cartes et les petits conseils en main pour réussir et mieux contrôler votre fermentation et le déroulement de votre processus pour un pain à la maison. Retenez l'essentiel, il faut observer, il faut s'adapter et ne faites, comme je le dis souvent, jamais vraiment confiance à un minuteur ou à une fiche technique sur des temps indiqués. Toujours des adaptations qui vont apparaître. C'est pas vous qui allez vraiment dicter le rythme à 100%, c'est pas un rapport de force non plus. Si cette vidéo vous a aidé, la liker, vous abonner, ça aide grandement la chaîne.
la commenter également, c'est également très très bon pour le référencement. C'est pas grand chose, mais ça aide. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire avec l'idée que vous avez peut-être en tête, parce que je n'ai peut-être pas pensé tout de suite ou pas pensé à prioriser davantage avant de sortir une autre vidéo. En attendant, eh ben, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne boulange. On se voit très bientôt pour une nouvelle recette ou une vidéo technique. Qui sait. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.